Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Joséphine. Salut, merci de me recevoir. Écoute, bienvenue dans cet épisode de Course Épique enregistré à la House of Mountains Iron et Fresh Touch à Chamonix. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 100. Ok, c'est un bon niveau. Je viens d'arriver, à peine arrivée, j'ai le dossard. Là, je suis accueillie par toi, par Course Épique, dans un chalet de malade au cœur de Chamonix. Honnêtement, c'est un rêve éveillé. Et il fait beau, ce qui ne va pas être trop le cas pendant la semaine et ce qui n'a pas été trop le cas jusqu'ici. Donc, j'y vois un symbole. Moi, je pense que c'est ta journée, c'est ta semaine UTMB. Eh bien, écoute, super. Joséphine, que certains connaissent sous le nom de joggeuse sur les réseaux sociaux. On va revenir aujourd'hui sur les grandes lignes de ton parcours, à la fois personnel, sportif, le récent défi entre Paris et Milan en courant, qui a fait beaucoup de bruit. Et puis la course qui t'attend aussi au cœur de l'actualité, c'est à MCC, c'est ce lundi, donc demain matin, au moment où l'épisode sortira, les auditeurs pourront penser à toi parce que tu seras en train de te régaler. De me régaler. Ouais, c'est demain, que ça, c'est ce 100% sera régal. Que de la régalade. T'as fait bon voyage ? J'ai fait super bon voyage. Et tu connais Chamonix, hein. Tu es déjà venu, tu as fait le marathon du Mont Blanc l'année dernière. Est-ce que c'est une destination habituelle ici ou c'est assez rare de le voir là ? J'y suis allée, je crois, 2 fois. J'ai fait l'ascension du Mont Blanc il y a quelques années. Donc, je suis tombée folle amoureuse de Chamonix. Ouais. Et il y a 1 an, j'ai fait le tirage au sort du marathon du Mont Blanc et j'ai été tirée au sort. Et donc, du coup, je l'ai fait. Et, c'était incroyable. Déjà, l'atmosphère au sein de Chamonix était folle, mais on m'a dit que c'était même pas 1% par rapport à l'UTMB. Donc, je m'étais promis de revenir pour au moins vivre une fois cette ambiance. Mais c'est sympa aussi le marathon du Mont Blanc. C'est la bonne dimension aussi. Il y a déjà de l'effervescence, il y a du beau niveau, des belles courses. C'est une bonne entrée en matière, en tout cas, dans un contexte un peu compétitif à Chamonix. Joséphine, on commence habituellement toujours par un petit moment éphéméride dans le podcast, donc tu ne vas pas y couper. On enregistre cet épisode le 24 août. Et figure-toi que ce même jour, en l'an 79, le Vésuve, un volcan que tu connais sûrement, entré en éruption. Et en quelques heures, Pompéi a été enseveli sous la lave, les cendres et les gaz brûlants. Tout le monde a été figé net. Je pense que l'information t'a pas échappé. Sur ligne de départ, est-ce que toi, tu ressembles plutôt à un volcan endormi ou à un volcan qui est prêt à tout faire exploser ? Un volcan qui est prêt à tout faire exploser. Peu importe la préparation, dans tous les cas, je vais tout donner. Je donne tout sur chacune de mes courses. Je compte arriver au maximum sur la ligne d'arrivée. Parfait. On sent de toute façon que ce volcan, il est à feu bouillant un peu tout le temps, dans toutes circonstances. Pas que sur une ligne de départ, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que je suis plutôt à fond dans tout ce que je fais. Et c'est un peu ma personnalité. J'adore tout vivre à fond, chaque émotion et chaque moment de vie. Donc c'est vrai que ça me caractérise plutôt bien. Je regarde Max, est-ce qu'il confirme de la tête ? Ok, il a soupiré, t'as vu ? Il a fait un... Ouais. Il est pas mieux que moi, donc il peut rien dire. Vous êtes bien trouvés. Joséphine, au début du podcast, je demande à mon invité de se présenter, mais sans parler de sport. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de toi ? En imaginant que nos auditeurs te connaissent pour certains, peut-être pas dans tous les moindres recoins. Qu'est-ce qu'on peut savoir de toi ? Mais tu peux pas me parler de sport. Que j'ai eu la chance de recevoir une super éducation au sein d'une famille. J'ai 2 sœurs incroyables. Grande sœur ? Une grande sœur, une petite sœur. Okay. Donc je suis l'enfant du milieu, donc... c'est une bonne place, ça, ou pas, enfant de milieu ? Moi, je l'adore parce que je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu cette personnalité, un peu l'enfant qui a peur d'être oublié. Donc, du coup... tu fais ta place, tu la prends. Voilà, et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai cette personnalité. J'ai la chance d'avoir mes 2 parents, mes 4 grands-parents. Donc, je suis très bien entourée. C'est peut-être ce qui m'a donné l'envie et la force de me lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est un monde un peu... là, je ne te parle pas de sport, je te parle de réseaux sociaux. C'est un monde qui peut être parfois un peu dur parce que tu te mets à nu devant des gens qui sont derrière leur écran. Mais quand tu sais que tu as une couverture d'amour autour de toi, tu n'as pas peur de tomber parce que si tu tombes, tu rebondis. Donc, je suis très, très bien entourée. Et je pense que c'est une grande force et une grande chance dans la vie. Donc, et tu arrives à puiser dedans. En tout cas, on sent ta sérénité. Tu vis à Paris ? Je vis à Paris. Ouais, on peut le dire. J'adore. Ouais. Et en termes d'âge, tu peux nous dire ? J'ai 26 ans. Parfait. Moi, je savais, mais c'est pour nos auditeurs. Le sport, il était présent déjà de façon assez intense dans tes jeunes années. Je crois que c'est la natation qui a rythmé tes tout débuts dans le sport. Est-ce que tu peux nous raconter ton rapport au sport de manière générale quand tu étais petite ? C'était une place prépondérante dans ta vie déjà ? Je pense que mes parents, ils ont vite compris qu'il allait falloir trouver un moyen de canaliser mon énergie.
Donc j'ai mis au sport. Enfin, c'est même moi qui ai demandé de me mettre au sport. J'ai fait de la natation au Racing Club de Paris, Lagardère. À la fin tous les jours, et mes parents ils ont préféré que je me concentre sur mes études que sur la natation, donc du coup j'ai trouvé un autre sport qui était l'athlétisme, qui coïncidait mieux avec mon école, le collège et le lycée. Après le lycée, j'ai arrêté complètement le sport parce que l'athlétisme était trop loin de mon école, et c'est vrai que là cette fois-ci j'ai plus fait un barathon qu'un marathon. Et à la sortie des études, j'avais une vie qui ne me ressemblait absolument pas. Un métier qui me plaisait pas forcément, et des soirées à boire un peu tous les soirs, et j'ai jamais été comme ça, et je me suis dit je vais trouver un moyen d'être heureuse et d'avoir une vie qui me ressemble, tout du moins, et c'est pour ça que je me suis lancée dans le sport, et aujourd'hui je suis très heureuse et très épanouie avec ce sport. Des soirées à boire de l'eau gazeuse, hein, évidemment. C'était ça le principe. De l'eau gazeuse, exactement. Exactement. Et la natation, tu l'as pas dit avec l'humilité que je te découvre et que j'imaginais, mais tu as quand même pratiqué à assez haut niveau. Ça a été aussi, il a fallu t'arrêter à un moment? Oui, en fait, c'était un choix je ne sais pas si pas mal d'enfants ont ce choix à faire, mais quand on arrive à un certain niveau en sport, quand on est jeune, il y a une décision qui se prend au sein de la famille, soit se professionnaliser, soit arrêter. Et c'est vrai que je pense que mes parents n'ont pas vu en moi une future Laure Manodou. Ils ont dit tu feras des études. Est-ce que tu avais un naturel très compétitif déjà? Est-ce que ce qui te drivait, c'était une certaine forme de performance? Est-ce que le sujet c'était surtout toi, ou est-ce que c'était aussi par rapport aux autres? Je pense que j'avais une forme de compétitivité dès le début. Je me rappelle qu'à l'athlétisme, je voulais pas faire de compétition parce que je voulais gagner. Je savais qu'à l'athlétisme, j'étais pas la meilleure. Donc ça m'a plutôt bloqué ma compétitivité. Donc je pense que c'était une sorte de manque de courage, manque de confiance en moi, et peut-être trop, je peux pas dire trop de compétitivité, parce que les gens qui ont beaucoup de compétitivité, ils vont aller se confronter aux autres, et c'est ça le courage. Et je crois que je voulais pas me confronter pas à l'échec, mais à la deuxième place, donc je voulais pas en faire, et c'est ce que j'ai travaillé quand j'ai repris le sport. Je me suis dit qu'en fait c'était pas les autres, la compétition, c'est une compétition avec moi-même, et c'est aujourd'hui comme ça que j'appréhende chaque course. J'ai jamais quelqu'un que je dois battre, c'est plus moi aller faire mieux, ou en tout cas aller chercher mes limites. C'est vraiment ça mon seul drive aujourd'hui. Mais avant c'était pas le choix, pas la même chose, pardon. Est-ce que tu avais des figures d'inspiration là dans le sport quand tu étais jeune? Tu voulais ressembler à qui, ou qui t'inspirait dans sa méthode, sa discipline, ses résultats, ou sa façon d'être peut-être? Moi, je sais, quand j'ai fait de la natation, j'avais Alain Bernard. Okay. Moi, quand je faisais de la natation, j'aidais à l'Open EDF, et on les voyait tous. J'avais des autographes de tous les nageurs, Camille Lacour, et Alain Bernard, je le voyais avec ses gros muscles et sa toute petite tête au milieu, que je critique pas du tout, mais j'étais toute petite, donc je le voyais comme une énorme montagne. Et c'est cette discipline, cette force qui m'a toujours... j'ai toujours un peu été entourée de sportifs, parce que j'ai toujours évolué un peu dans le monde du sport, et j'en ai pas un qui m'a marqué, ils m'ont tous marqué. Et c'est vrai qu'en grandissant, les Mathieu Blanchard, mais en tant que femme, je peux pas ne pas dire Courtney Dauwalter. Moi, mon rêve, c'est de la croiser là au coin d'une rue. C'est une femme exceptionnelle, et en fait dans le trail, c'est un des seuls sports où une femme peut arriver au top 10 ou top 20 from scratch. Dans tous les autres sports, malheureusement, c'est compliqué de voir une femme devant de la scène. Et avec l'ultra, les femmes, elles sont assez fortes. Et c'est exceptionnel de voir une femme en tête de course, quoi. Ouais, elles sont très bien représentées. Katy Schide aussi, qui fait des grandes choses. Surveiller Rooscroft cette semaine sur l'UTMB aussi, une néo-zélandaise très très forte, qui a déjà brillé l'année dernière et qui va encore faire de grandes choses cette année. T'as pas perdu de temps en course à pied là, quand ça a été le moment de s'y remettre, puisque tu t'es lancé très vite sur un marathon? C'était une intention claire d'aller chercher un truc qui te dépasse un peu. J'ai l'impression d'aller chercher ça, ce défi plus grand que toi, à un moment où toi, tu avais peut-être aussi des choses à te prouver. Tu as parlé tout à l'heure d'une période pro qui n'était pas très accomplissante. Qu'est-ce qui a fait que très vite, ça a été le marathon, finalement, la distance qui t'a fait envie? Il faut savoir déjà qu'il y a quelques années, le marathon n'était pas autant populaire qu'aujourd'hui. Et en fait, j'avais aucune figure autour de moi qui avait couru un marathon. J'étais pas du tout épanouie dans mon travail. J'étais pas fière de moi. Et quand on n'est pas fier de soi, la vie, c'est plutôt compliqué. On a besoin d'avoir cette fierté, d'être fier de nous, d'être fier de ce qu'on accomplit. Et vu que je le trouvais pas par le travail, aujourd'hui, dans la vie, c'est tout de suite qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou quel sport pratiques-tu? Donc en fait, je me suis dit, mais... Tu fais combien sur 10 km, voilà. Tu vois? Avant, c'était quel job tu fais? Voilà. Tu fais combien sur 10K? Mais en fait, j'ai voulu me prouver que j'étais capable de mener à bien un projet. En fait, un marathon, je le vois un peu comme un projet. Tu as la préparation, la discipline, prioriser des choses pendant ta préparation comme un projet, faire ton projet. Et la plus belle chose, c'est d'accomplir un projet, quel qu'il soit. Et le marathon, ça a été exceptionnel de, en fait, me montrer à moi que j'étais capable de tenir des choses que j'avais pas envie de faire, que j'avais de la discipline et que j'allais arriver
à faire ce projet que je m'étais lancé, j'avais jamais couru plus de 20 km, donc un marathon à l'époque. Jamais je me serais imaginé qu'un jour j'allais en faire pendant 26 jours d'affilée. À l'époque, on parle évidemment de 1964, non c'est ça? C'est 2022, c'est ça? Non, 2022, oui, c'est il n'y a pas très longtemps, mais il s'est passé tellement de choses. Bien sûr, je te taquine. Est-ce que tu as tout de suite su qu'il y en aurait d'autres? Là, tu es sur la ligne d'arrivée, est-ce que tu sais que tu as un appel et que tu es en train de plonger pour... c'est ça qui va te driver beaucoup pour la suite? Je pense... Là, je vais te parler honnêtement. En fait, je pense que dans la vie, j'ai jamais été très forte à quelque chose. J'ai toujours été un peu dans la moyenne. Et là, avec ce marathon que j'ai fait, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose, pas de plus que les autres, mais en tout cas, une chose en plus de mon groupe d'amis, de mon entourage. Et en fait, je crois que cette partie de moi, je l'ai bien aimée parce que j'avais l'impression d'être un peu forte à quelque chose. Et donc, ça m'a plu. Et j'y suis allée, du coup, à 200%. J'ai pas laissé la chose filer. J'ai trouvé une trace d'un premier trail ensuite à la Saint-Express en 2023. C'était ton premier? Oui. Quel souvenir t'en gardes? Qu'est-ce qui t'a amené vers le trail? Mes copains. J'avais des copains, Noah et Maxime, que j'ai rencontrés via la course à pied. J'ai eu le compte joggeuse en février 2024. Et donc, via ce compte, non, la vérité, c'est que j'ai eu ce compte en février 2024. Et j'ai un copain qui m'a dit, viens, on fait le Mont Blanc. Donc, j'ai fait le Mont Blanc avec ce copain-là. Et lui, il courait beaucoup. Donc, j'ai commencé à courir après avec lui à Paris. Et il connaissait Noah, donc c'est un trailer aussi. Et en fait, eux, ils faisaient du trail. Moi, je faisais de la route. Et ils m'ont dit, mais viens à Fontainebleau, on va te montrer ce que c'est. C'est incroyable. Ils me parlaient de distance. Ils me parlaient de 80 km. Moi, déjà, un marathon, c'était énorme pour moi. Et en fait, ils m'ont dit, on fait la Saint-Express cette année. On était en octobre. Fait la Saint-Express, c'est la même distance que le marathon. Donc, un mois et demi plus tard, en gros, à peu près. Un mois et demi plus tard. Ils m'ont emmené faire le trail des 25 bosses à Fontainebleau. Très facile aussi, dans le genre, ouais. Et j'ai fait la Saint-Express comme ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la course à pied si on dézoome, c'est-à-dire au-delà de la pratique peut-être, des courses, plus un état d'esprit, les gens, la dimension sociale. Qu'est-ce que derrière tout ça t'anime le plus dans la course à pied au sens large? Donc ça comprend aussi le trail? Ouais, tout. Le dépassement, le fait que ça soit accessible à tous. On parle du foot comme le sport le plus populaire, mais la course à pied de base, hein, sans montre, sans dernière chaussure, sans carbone et tout de base, une paire de chaussures, ça peut coûter 70 €, donc c'est un petit investissement quand même, mais c'est accessible à tous. Tout le monde, si on n'a pas de problème de santé évidemment, peut faire de la course à pied. Donc je trouve que c'est un sport où tous les milieux se rencontrent, il y a un vrai mélange, il y a une vraie cohésion et en fait, tout le monde peut le faire et c'est ça que j'adore dans la course à pied au sens large. J'essaie d'aller chercher ses limites et en fait de voir que la marge de progression, elle est énorme. Quelqu'un qui n'aime pas courir, qui commence à courir, va jamais se dire qu'il est capable de courir un marathon alors qu'il est plus que capable de courir un marathon. Quel type de profil tu es? Si je te croise sur une course, est-ce que tu es celle qui discute avec tout le monde, celle qui reste dans sa bulle, un peu entre les deux en fonction des moments? Pendant que je cours, c'est vrai que je parle pas beaucoup. Malheureusement, j'ai pas le cardio de Courtenay, je peux pas trop parler, mais je vais être le profil qui va trouver... Je me suis fait beaucoup d'amis en fait pendant les trails sans parler parce que je vais trouver quelqu'un qui court un tout petit peu plus vite ou à la même distance et je vais essayer de le coller, après de le dépasser. C'est lui qui... En fait, un peu comme dans le vélo, prendre la route de quelqu'un, s'entraider. En fait, je m'aide beaucoup des gens et les gens m'aident beaucoup pendant la course à pied. J'essaye de les aider aussi. Donc, je vais être celle plutôt concentrée, mais quand je vais dépasser, surtout les filles ou qui me dépassent, je vais toujours avoir un mot envers elles. Allez, lâche pas. Je vois pas du tout ça comme un sport individuel. Je vois vraiment ça comme un sport collectif. Donc, je vais pas être la plus bavarde, mais je vais être celle qui va encourager et qui va s'encourager avec les autres. Est-ce que le fait que tu sois suivi par une large communauté, est-ce que c'est exclusivement une source de motivation sur tes courses notamment, ou est-ce que c'est nécessairement une pression additionnelle? Est-ce que ça change quelque chose? Honnêtement, ça change rien. Au début, ça m'a mis un peu la pression, mais en fait, je me suis dit que je fasse 3 heures au marathon ou 5 heures au marathon, les gens... Ils t'accompagneront, même si tu t'abandonnes, ils seront là. Comme ouais. ça, en fait, j'ai pas du tout envie de me mettre une pression parce qu'il y a des gens, après mon Strava, je le garde privé parce que justement, j'ai envie de faire j'ai pas envie déjà qu'on me voit, mais j'ai envie de courir à l'allure que je veux et je veux pas avoir cette pression, ça c'est sûr. Mais non, je vois pas les gens comme une pression, je vois plutôt ça comme une source de motivation et quand j'ai envie d'arrêter, je me dis allez, il y a des gens derrière toi et c'est vrai qu'après, je reçois plein de messages. Donc ça, c'est sûr que c'est une source de motivation. Est-ce que tu es discipliné dans les phases de prépa? Est-ce que c'est une période que tu aimes bien en soi ou est-ce que fondamentalement c'est nourri par l'objectif et l'issue qui est une course? Est-ce que c'est un moyen pour atteindre cet objectif ou est-ce qu'en soi tu prends un plaisir fou déjà à t'entraîner au quotidien? Honnêtement, je prends un plaisir fou parce qu'en fait tu rentres dans une routine où le sport
Une structure, un cadre. Une structure, et c'est comme un dîner, enfin, c'est obligatoire. Donc en fait, ça rentre dans ta vie, tu te sens hyper bien dans ton corps, tu te sens fit, en fait, t'es bien. Et par contre, le pire, c'est quand tu sors du train du sport pour essayer de reprendre le train. Moi, j'ai beaucoup de mal de me remettre dans une routine de sport. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, j'aime beaucoup les préparations. Et en fait, quand tu sais que tu n'as pas le choix, ça devient très facile parce que tu ne le vois pas comme une contrainte. C'est toi qui as décidé de t'inscrire à cette course. C'est toi qui t'as imposé un objectif. Donc, en fait, tu ne peux pas te plaindre parce que c'est toi qui te l'as imposé. Qui t'accompagne sur la partie préparation ? T'as quelqu'un ? Ou tu es autodidacte et tu... J'ai été autodidacte, mais j'ai fait de l'athlétisme et j'ai été très proche de mon coach qui s'appelle Khalid, qui m'a donné un plan d'entraînement pour mon premier marathon, qui me l'a adapté pour mon deuxième marathon. Il n'est pas trail, mais je sais que si j'ai un problème, je l'ai. Et il m'a donné une structure et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai appris à me connaître et avec la structure, je ne me blesse pas. Donc, en fait, avec un coach, je pourrais peut-être faire des temps meilleurs, mais aujourd'hui, je suis bien toute seule pour l'instant. Il ne faut jamais dire jamais. Tu as besoin de cette dynamique collective aussi là, dans les moments de préparation, ou tu es plutôt solitaire, tu fais tes trucs à ta main ? Je suis plutôt entourée de gens parce que moi, en fait, je fais très peu de fractionnés, très peu de vitesse. Je borne énormément. Quand j'ai fait mon semi-marathon, je bornais 130 km la semaine. Et en fait, je vais courir avec tous ceux qui courent. Donc, en fait, ça a remplacé mes cafés ou mes bières. En fait, j'adore l'endurance fondamentale, j'adore parler avec les gens. En fait, tu loupes pas de temps en fait, quand tu fais du sport. Il y en a qui m'ont dit mais peut-être que ta vie sociale, elle a diminué avec le sport. Bah non, elle a augmenté parce que je fais plus du sport toute seule. Donc, ça remplace un café, on va dire. Tu as un peu répondu à ça, mais quelle séance te donne le sentiment d'être invincible et laquelle te ramène à une dure réalité ? L'EF, faire des sorties de 30 km, un régal. J'adore. Un régal en EF. Après, une bonne séance de fractionné dure que tu penses ne jamais arriver et en fait, tu es accompagné de gens. Donc, tu peux pas abandonner parce que les gens te poussent à te dépasser. Ça, tu es vraiment très fier. Après 30 km en EF, tu n'as pas trop souffert, donc tu es content, mais j'ai pas un sentiment de plénitude. Quand je rentre de ma séance de fractionné que je voulais pas faire, que j'ai fait, et surtout que j'ai bien fait, ma douche, c'est la meilleure douche du monde. Bon, 30 km, c'est quand même beaucoup. Il faut que je le remette en perspective pour nos auditeurs. Non, bien sûr, excusez-moi. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, après, vu que je cours doucement pendant ces 30 km et que parfois je peux m'arrêter, prendre une petite collation, mais c'est vrai que moi je borne beaucoup, donc j'ai perdu un peu la notion, mais c'est vrai que même 5 km, c'est énorme. C'est vrai qu'il faut le préciser. La course à pied, donc c'est au quotidien dans ta vie, là, aujourd'hui ? Ouais, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, donc du coup, j'ai des rendez-vous avec les marques et elles me contactent parce que je fais du sport. Donc en fait, j'arrive en sport, je fais le rendez-vous un peu transpirante, je repars à un autre rendez-vous en courant et en fait, je me suis levée à 8h et je reviens chez moi, il est 20h et j'ai fait 25 km en m'arrêtant, tout ça. Mais en fait, je borne maintenant quotidiennement. Et c'est trop bien. Joséphine va se plonger sur un projet qui a beaucoup fait parler de lui il n'y a pas très longtemps. Tu as travaillé donc pour les JO de Paris 2024 et tu as l'opportunité de travailler ensuite pour les JO de Milan-Cortina en février 2026, les JO d'hiver. Dans cette perspective est né dans ta tête un défi fou, réunir tes deux passions, donc les JO et la course à pied, et donc de rallier ces deux villes en courant. Juste pour nos auditeurs, quelques chiffres clés. Ça veut dire quoi concrètement, Paris-Milan en courant ? C'est combien de jours ? C'est combien de kilomètres ? Combien de kilomètres par jour ? Alors, combien de jours de repos ? Paris-Milan, c'est 26 jours, un marathon par jour et 982 kilomètres. 0 jour de repos parce que j'avais demandé à un copain qui a fait Paris-Marseille en courant des conseils. Et il m'avait dit qu'un jour de repos, en fait, ta tête, elle ne se repose pas parce que tu sais que tu dois avancer. Donc, il m'avait déconseillé de faire des jours de repos. Par contre, il m'avait conseillé de faire des journées plus petites. Donc, au lieu de faire un marathon, de peut-être faire une journée à 20 km, mais pas complètement de pause. Donc, quel sens donner à ce projet au moment où il est né dans ton esprit, au-delà de la dimension sportive ? Ça raconte quoi, cette envie ? C'est venu, mais un mois avant de partir, c'est venu, mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est venu comme dans les dessins animés, quand tu as une ampoule qui arrive au-dessus de ta tête. En fait, j'ai su. L'évidence. Mais c'était une évidence. Je l'aurais fait avec ou sans réseau, et je pense que ça s'est vu. Je l'aurais fait marque ou sans marque. C'est vrai que sans marque, ça n'aurait pas été pareil et les conditions auraient été moins bien. Mais en fait, je me suis dit, mais avant de commencer à travailler, je veux vivre ce dernier mois pleinement. Et quoi de mieux qu'être dans la nature à courir pour vivre pleinement. C'était exceptionnel. Et encore une fois, la course à pied, on a juste besoin de basket. Donc je me suis dit, au pire, je suis toute seule, j'ai besoin de basket et c'est tout.
Est-ce que le fait que ça se décide assez tardivement, ça a pu quand même créer une certaine fébrilité sur le fait que tu sois prête, que tout soit bien calé? Est-ce que tu as décidé, enfin, tu as accepté finalement de partir avec cette incertitude? Ouais, j'y ai tout de suite cru. Avant même enfin, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit que j'allais y arriver. Et quand j'ai une idée, je me donne tout. Et c'est vrai que pendant ce Paris-Milan, j'ai même pas trop vu que l'engouement que ça a pris parce que j'avais qu'une seule chose dans ma tête, c'était Milan. J'avais prévu de faire Et le spritz à l'arrivée. Et le spritz à l'arrivée, exactement. Et l'eau gazeuse à l'arrivée. Bien sûr. Je devais faire, tu vois, le marathon de Genève à mi-parcours, mais ça me faisait faire la moitié, donc 450 km en une semaine pour passer par Genève et pour pouvoir faire ce marathon. J'ai commencé les 2 premiers jours avec 60 km par jour. Je suis arrivée tous les soirs en pleurant. Je me suis dit, oui, je peux arriver à Genève, mais c'est sûr que j'arriverai jamais à Milan. Donc c'est comme ça que je te parlais de projet. C'était un projet, tu dois parfois prioriser des choses et changer de direction. Je me suis dit, c'est pas grave. J'ai annoncé que je faisais le marathon de Genève, et ben je le fais pas. Parce que mon objectif, c'est Milan. Donc en fait, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui ai demandé à mes copines de m'accompagner, c'est moi qui ai demandé aux marques. Donc en fait, quand c'est toi qui décides quelque chose, tu peux pas te plaindre ou tu peux pas ne pas le faire. Enfin, c'était mon idée, donc je savais que j'allais y arriver, ou en tout cas, je me suis tout donné, et je me suis dit, si je me blesse et si j'y arrive pas, ça fera quelque chose à raconter. La première chose marquante, là, quand tu as démarré cette aventure, où tu t'es dit, waouh, ça, je l'ai carrément surestimé, et ça, je l'ai sous-estimé, tu vois, au contact du réel entre ce que tu as fantasmé, et là, ça y est, les premiers kilomètres, les premières journées, là, tu te dis, ok, ça va être quelque chose. Ah bah je devais faire la première semaine 60-70 km tous les jours. Je suis vraiment, mais qui je suis, parce que vraiment j'ai fait les 2 premiers jours, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et surtout que moi, je voulais pas faire un record du monde, je voulais pas faire de la vitesse, je voulais arriver à Milan. Donc si j'y arrivais en 2 semaines ou en 3 semaines, moi, ça me changeait rien. Et je voulais profiter. Pardon. C'était un voyage, c'était des rencontres avec des gens, c'était de regarder du paysage. Non, vraiment, là, j'avais surestimé. Donc, ça s'est fini en un marathon par jour, ce qui est quand même énorme. Et sous-estimer son corps. Je pensais que j'allais avoir des blessures. J'ai eu 0 blessure. Mais attention, hein, le marathon, je le courais. Par exemple, mon marathon, là, mon record, c'est 3,09 et je vais tenter le moins de 3 heures à Valence. Mais là, les marathons que j'ai courus pendant le Paris-Milan, je les faisais en 6 heures, 6 heures et demie. Donc, on double. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Et donc, c'est vraiment doucement. Donc, j'ai habitué mon corps à courir tous les jours pour ne pas qu'il se blesse. J'ai mangé énormément. Je pouvais pas trop dormir avec le montage des vidéos. Mais je savais que c'était la nourriture. Donc, j'ai perdu 0 poids. Donc, pour te dire à quel point je mangeais, je courais doucement. Et en fait, le corps, c'est une machine, mais on se rend pas compte de ce qu'est notre corps, quoi. Et on peut toujours plus que ce qu'on croit. C'est ce que nous apprend aussi la course à pied. Je crois que la partie aussi de tout le hors sportif, notamment la production de contenu réseaux sociaux, a été aussi assez chronophage. Et peut-être là aussi, tu ne mesurais pas à quel point ça allait te prendre de l'énergie, à quel point ça allait être complexe après avoir une grosse journée dans les pattes, de se consacrer à ça. Tu as 100% raison. Et j'adore faire des idées, j'adore monter. Là, ça a été vraiment un vrai travail et j'ai réalisé à quel point la création de contenu était un vrai travail. Ça a été très compliqué parce que quand tu rentres, la première semaine, à la rigueur, c'est OK, mais la deuxième semaine, quand tu es fatigué, que tu as juste envie d'arriver, de manger, de te coucher, et que tu as 4 heures de montage parce que j'avais 45 minutes de rush, donc tu dois repasser la journée que tu viens de te filmer. Donc en fait, tu as passé une journée, tu dois te la refaire. Après, j'avais des massages aux jambes, donc en fait, pendant que j'avais des jambes de compression pour reposer, j'étais quand même très bien équipée pour éviter d'avoir des courbatures le lendemain. Donc en fait, je mettais mes jambes de compression et pendant ça, je faisais le montage, mais mes copines, elles s'endormaient avant. J'étais dans le noir, mes yeux, ils pleuraient, je montais sur mon petit téléphone. Non, ça a été quand même compliqué, mais quand tu vois l'engouement et les messages de bienveillance que j'ai reçus, mais j'en aurais fait 10 000 des vidéos. Franchement, les gens, ils ont été exceptionnels. Il y a 1000 choses à dire, évidemment, sur cette épopée. Ouais. Et il faudrait plus d'un podcast entier pour le partager et la raconter comme il faudrait. Qu'est-ce que tu retiens? Quel message ça porte, cette aventure? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Ça raconte qu'avec de l'envie et des gens, parce qu'il ne faut pas oublier que je ne l'ai pas fait toute seule, ce Paris-Milan, j'ai été très bien accompagnée de mes copines et mon copain. Donc que les gens et l'envie, ça fait un peu tout. En fait, ce que j'ai envie de dire à travers ce projet, c'est lancez-vous, arrêtez de regarder vos écrans et devenez acteur de vos vies. Ne vous réveillez pas. Après, chacun vit sa vie comme il le veut et je suis personne pour donner des leçons, mais en fait, il y a tellement de projets à faire, que ce soit des projets dans le sport ou des projets autre chose, mais la vie, elle est courte. Je pense que si on connaissait notre date de mort, on ne vivrait pas du tout de cette manière-là. Ouais. On profiterait 2 fois plus. Et j'aimerais bien que les gens, ils vivent... Enfin,
moi, en tout cas, je vis comme si demain, je pouvais partir. Et c'est pour ça que j'ai une personnalité quand même très à fond dans tout, parce que je veux profiter. Et demain, si je pars, je regretterai jamais, parce que je fais tout à fond. C'est marrant, j'avais cette question qui m'est popée à l'esprit la semaine dernière. Est-ce que tu préférais connaître ta date de mort et avoir la certitude que c'est à 72 ans ou 83, ou ne pas savoir, mais ça peut s'arrêter demain? Ne pas savoir. Pareil. Et la dernière personne à qui j'ai posé ça, là, il y a 2 jours, m'a dit l'inverse. Tu vois, qui trouvait ça horrible de ne pas savoir. Moi, je trouve ça horrible de se dire c'est mon dernier Noël, c'est mon dernier UTMB. Frère. Ah, c'est horrible. Horrible. Bon, cette situation, de toute façon, n'existe pas. Ouais. Ce serait un peu triste. Ma transition toute trouvée, tu vois, elle n'est pas faite exprès, mais la voici. L'UTMB, c'est un événement qui te fait rêver depuis longtemps? Je pense que je le regarde depuis 5-6 ans et j'ai toujours pleuré. Okay. Peut-être que je vais passer pour quelqu'un d'émotif et c'est pas grave, mais moi, les arrivées avec les parents ou les mères qui attrapent leurs enfants, là, je peux t'en parler, je peux avoir les larmes. Je trouve ça tellement émouffant. Ils ont passé une vie dans ce trail. Là, je parle de l'UTMB, la 175 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. On se rend pas compte. Moi, je me rends pas compte de ce que c'est. Mais en fait, ces gens qui et je parle de ceux des meilleurs, mais aussi de ceux qui le font en 40 heures. Il faut que tu ailles voir les dernières arrivées. Là, c'est d'une puissance, même sur les courses plus courtes. Hein. Ah, mais oui, mais c'est du dépassement. On s'en moque du temps. En fait, la question qu'on devrait poser, c'est pas tu fais combien à 10 km, c'est quoi ton objectif, c'est pourquoi tu fais cette course-là, qu'est-ce que tu vas y chercher. Et c'est juste, moi, vraiment, le brossage de dents de Courtenay, la course épique entre Kylian et Mathieu. Ces gens, enfin, moi, en fait, je suis admirative et je rêve. En fait, ils me font rêver. Et c'est trop important dans la vie d'avoir des rêves. Et en fait, quand je vois ces personnes, je rêve et ils me vendent du rêve. Donc, je les remercie parce que c'est ouf. Et la plupart, en plus, sont des personnes très saines, bien câblées. Donc, c'est encore plus inspirant d'aller se réfugier dans des profils comme ça qui sont, en plus de ça, pour les élites performants et pour les autres, hyper déterminés. Et puis, ils vont au bout de ce qu'ils peuvent. Et c'est souvent plus compliqué quand tu bosses à côté, etc. De se trouver du temps pour aller s'entraîner avec la famille, les enfants, etc. Donc, c'est... Voilà, tous les gens qui prennent le départ, on les félicite. Et puis, et un grand respect. Exactement. Quelle a été ta prépa pour cette MCC? Est-ce que tu as mis des choses en place spécifiquement? Est-ce que tu as surfé sur ta forme de ces dernières semaines? Ou est-ce que tu as lâché prise, c'était l'été? En fait, après le Paris-Milan, donc du coup, mon travail a un peu changé. Je suis devenue créatrice de contenu et je me suis pris un peu une vague de mails, de travail. Et en fait, j'ai pas trop su prioriser mon temps. Donc, j'ai tout enchaîné, des événements, du travail, de la création de contenu. Et je me suis pas trop reposée, donc je suis arrivée fin juillet très très fatiguée et je me suis reposée et finalement je me suis reposée à Font-Romeu, donc c'était pas trop du repos. Donc, parce qu'à Font-Romeu, on peut juste courir. Juste courir et en fait on était entourés de triathlètes, de champions du monde et tout. Donc en fait on a couru, mais en fait ça m'a reposé d'être à la montagne. Il y avait personne, il y avait que des athlètes. Donc en fait je me suis reposée finalement en faisant ce que j'aime, de la course à pied. J'arrive pas dans une grande forme dans le sens où j'ai pas suivi une préparation spécifique. J'y vais un peu en préparation d'un autre trail que je vais faire fin septembre. J'ai surtout envie de profiter. Qui sera quoi? Qui sera la Cascar by UTMB. C'est un 80 km, 6000 mètres de D+. Ça va être ma plus grosse course pour l'instant. J'ai jamais fait ça. Ma plus grosse, c'est la Saint-Élion, 8h41. Donc là, on parle de, je pense, 15-17 heures de course. Donc c'est vraiment quelque chose. Là, mon copain fait cette course-là. J'ai envie en fait de partager. Il va y avoir plein de gens. Je crois que l'MCC, c'est une super ambiance parce que c'est réservé aux bénévoles, aux habitants et aussi aux partenaires. Donc j'ai envie de profiter. On va se donner à fond parce qu'on se donne toujours à fond. Je vais me donner à fond. Mais cette fois-ci, je veux vraiment avoir du plaisir, être fière et être en forme parce que moi, mon vrai sport, ça va être d'aller à tous les départs et toutes les arrivées de cette semaine. C'est ça la vraie course cette semaine. Est-ce que tu as jeté un œil au parcours? Tu as une idée de ce qui t'attend? Alors, on monte. Et on redescend. C'est ça. Donc, ça monte sec, tu prends 2000 dès le début. Ça faut se tenir prêt. Mais c'est une sublime course. Moi, je l'ai faite il y a 2 ans. C'est extraordinaire. Et le plus dur, c'est pas la montée. Hein. Non. La descente. Ouais. La descente. Ça dépend un peu pour chacun, mais effectivement, la descente faut aussi. Elle est pas trop technique. Ça devrait aller. Ouais, tu vas t'en sortir comme il faut. Ce qui t'intimide le plus là, sur cette course, est-ce que tu attends au contraire avec le plus d'impatience? Ce qui m'intimide le plus, tu viens de le dire, c'est les 2000 mètres d'un coup. Là, je suis pas prête. Après, avec le marathon du Mont Blanc, c'était un peu la même course. Tu montes tout de suite, après tu redescends. C'est de croiser les gens. Et ce qui est génial avec mon compte, c'est qu'il y a plein de gens qui me reconnaissent, que je reconnais. En fait, c'est un accélérateur de rencontres humaines, les réseaux sociaux. Et donc, quand tu entends un petit aller de joggeuse, moi, ça a l'effet d'un gel coup de fouet. Hein. Ça me redonne le sourire et de l'énergie pour les 30 prochaines minutes. Donc, c'est génial. Le soutien, si on n'en parle pas assez, c'est exceptionnel.
L'erreur qu'il ne faudra pas faire. Partir trop vite et manger du Nutella le matin, ce que j'ai fait sur une course à Lyon. Alors le petit-déj, se canaliser. Parce qu'on est dans un hôtel et généralement les petits-déj d'hôtel sont exceptionnels et là il va falloir juste le regarder et pas y toucher et ça c'est la première grande épreuve. Max, tu lui tapes sur les doigts, ok, si tu sens qu'elle s'approche. Ah, c'est l'inverse, ok. Qu'est-ce que serait une MCC réussie pour toi? Une MCC réussie, un top 40 et une arrivée avec mon copain. Okay. Un top 40 femmes. Hein. Oui. Ouais. Ce qui est déjà solide, on peut le dire. Mais j'ai aucune idée des gens qu'il y a. Je me donnerai à fond et voilà, et on verra. Donc là, tu restes toute la semaine ensuite? Je reste toute la semaine. J'ai de la chance et je le reconnais et j'en prends conscience. Et c'est très chouette d'avoir une course en début de semaine parce qu'après, on peut savourer comme il faut en ayant le sentiment du devoir accompli et profiter un peu des autres courses sans l'espèce de pression un peu latente, même si tu n'as pas l'air particulièrement stressé, mais en tout cas, une course au moins, tu es libéré. On approche de la fin de l'épisode déjà, Joséphine. Je voudrais juste qu'on te parle de la suite. Tu m'as parlé de fin septembre. Qu'est-ce qui t'attend ensuite? C'est Valence, c'est ça, en décembre? C'est Valence. Je fais pas mal de courses en fin d'année, mais ma prochaine grosse course, ça sera le marathon de Valence où je vais essayer d'aller chercher un chronomètre parce que c'est bien l'endurance fondamentale, mais c'est aussi bien parfois de se mettre des objectifs et de ne pas avoir peur de les dire. C'est courageux de se dire qu'on va faire un moins de 3 heures et si on rate, c'est pas grave. Et pour la suite, c'est rendez-vous en 2027 pour le Paris-Los Angeles. Et oui, j'allais tout de suite à ce moment-là, donc j'allais pas en parler là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quand le départ? Parce que l'idée c'est de rallier les JO, donc tu as un projet. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu vas le splitter entre course à pied, traversée, bateau et ensuite vélo. Tout ça, ça prend encore quand? D'abord, il va falloir l'année prochaine, en 2026, que j'apprenne à naviguer et à faire du vélo. Donc, dans cette préparation, je pense faire un Ironman, mais être bien préparé pour le faire, parce qu'en soi, en Paris-LA, c'est un peu un Ironman XXL. Donc, d'abord ça, apprendre à naviguer. Et en fait, c'est la traversée qui va guider la date, parce qu'on ne peut pas traverser l'Atlantique à toutes les périodes de l'année. Tu vas traverser avec un équipage? Je veux être l'équipage. J'aimerais bien qu'on soit 3 sur le bateau. Mon rêve, ça serait que Violette d'Orange m'apprenne à naviguer. On a connu Pierre, effectivement, comme mentor. C'est une femme hyper inspirante. Voilà, mais peu importe. Le but, c'est d'apprendre et d'avoir un pro. Et après, d'être 2 personnes qui ont appris à naviguer, donc qui soient un vrai équipage. Et après, donc, on ferait Paris-Lisbonne en courant, 3 mois, 3 pays. Lisbonne, New York en transatlantique et après, pour avoir la fameuse trace sur Strava des États-Unis traversée, New York, Los Angeles en vélo. Avec cette belle idée, j'aime bien quand tu dis ça, d'être ta propre flamme olympique. Toi-même, c'est joli. C'est une belle façon de le dire. Est-ce que finalement, tous ces défis-là dont on parle, parce qu'on constate qu'ils jalonnent quand même ta vie, c'est ton moteur. Finalement, tu auras toujours besoin, après Los Angeles, tu vas encore continuer à aller chercher d'autres défis de ce type-là vraiment majeurs, au-delà de tes calendriers de courses qui sont très denses. Mais c'est ta personnalité, c'est ça qui te fait avancer? Oui, après, il ne faut pas tomber dans le toujours plus. Et là, on y tombe un peu. Mais en fait, si je ne me mets pas trop en danger, peut-être toujours plus, c'est peut-être ça ma personnalité, je ne sais pas. On verra. Je ne veux pas que ça soit une addiction. Parce que si, une fois que tu n'as plus d'objectifs, tu tombes peut-être un peu en dépression quand tu es habitué à ça. À voir. Je veux que ça reste sain et je veux que l'aventure est un objectif et une histoire. Et là, cette histoire de flamme olympique, moi j'adore le sport, j'adore. Donc les Jeux olympiques, je les regarde depuis toute petite. Et donc être cette propre flamme olympique et de rallier chaque ville par son propre corps, je trouve que l'idée est géniale. Donc pour l'instant, j'avance comme ça, on verra. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un corps qui fonctionne. J'en prends conscience, donc je l'utilise. Est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver, une course absolue, qui te paraît peut-être inaccessible aujourd'hui, mais dont tu rêves? 4 lettres. Okay. UTMB. Diag, ça marche aussi, j'en ai pensé. La quoi, la Diag de IAG, ça marche aussi maintenant. UTMB, ok. C'est des objectifs, mais je respecte trop le trail pour les faire tout de suite. J'ai encore plein d'étapes. Ouais. Je suis pas du tout prête, j'ai pas du tout le niveau. Et oui, je pourrais demain essayer de tout faire pour être prête l'année prochaine, mais prends le temps. Après, je rêverais de quoi? Moi, un jour, je veux le faire. Mais je crois que j'ai envie de le faire quand j'aurai des enfants et à passer la ligne d'arrivée avec mes enfants dans les bras, tu vois. Mais on verra. Mais j'ai le temps et pour l'instant, je me contenterai de les regarder arriver et franchement, ça m'ira amplement.
Le départ de TMCC, donc c'est demain matin à 10h. Oui. C'est quoi les nuits pour toi, la veille de course? Est-ce que tu cogites un petit vélo qui pédale dans la tête ou est-ce que tu es très apaisée, sereine? Là, je vais être très bien accompagnée, donc je vais être plus sereine. Mais d'habitude, sans mentir, c'est Malto à côté de moi, Pat. Les 4 derniers jours, je sors pas la veille, je vois personne parce que vu que j'aime beaucoup les gens, quand je parle avec les gens, je donne quand même pas mal d'énergie. Donc je reste chez moi et je fais pas du tout la maline. En vrai, la veille de course, là un peu plus, parce que je le vois moins comme un objectif, je le vois plus comme une fête, une célébration. Demain la course, mais en règle générale, ouais, la veille, ça stresse, ça se couche et le réveil il sonne une fois et ça y va. 17h46, il faut aller se coucher là, Joséphine. Ouais. Et manger des pâtes avant. Et manger des pâtes, c'est important. Merci beaucoup, c'était un très chouette moment, très heureux d'avoir pu discuter plus longuement avec toi. C'était un plaisir. On va te suivre évidemment avec beaucoup d'attention sur ta MCC demain. Amusez-vous, régalez-vous, c'est une très très belle course. Je crois que les conditions elles seront encore bonnes, je crois que ça se dégrade un peu au fil de la semaine, donc il y a tout pour être heureux, donc profitez-en. C'était un super moment. Merci aussi à So Mountains de nous avoir accueillis à nouveau. Merci à Iron et Fresh Touch. Je te souhaite plein de bonheur et puis on va se recroiser, c'est sûr. Merci beaucoup, c'est un grand honneur pour moi d'avoir participé à ton podcast que j'écoute depuis très longtemps et ravie d'avoir pu échanger avec toi et merci pour ta bienveillance. C'est adorable, merci beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.